Parfois dans la vie on a la dalle. C'est comme ça, c'est un fait, il ne faut pas le nier. Et alors quand on nous parle d'un roman qui s'appelle Hunger Games, on sait très bien quel va être le thème du bouquin. Forcément. La bonne grosse dalle sa mère. Eh ben non. Juste non en fait. Bienvenue à bord, attachez vos ceintures, en route, nous prenons la mer. Alors je ne vous prends pas pour des crétins, bien évidemment, et vu que nous sommes dans la semaine des œuvres tellement cultes que vous connaissez très certainement chaque ligne, de chaque scène, de chaque chapitre, de toutes leurs adaptations cinématographiques ou télévisuelles, forcément vous savez très bien que Hunger Games n'est pas un bouquin qui parle de la fin. Enfin, pas directement. Pour les personnes qui ont dormi dans une grotte ces dernières années, ou bien ceux qui vont se prétendre faussement intelligents en prétendant avoir connu Jennifer Lawrence autrement qu'à travers la saga Hunger Games, on va résumer vite fait ce que c'est qu'Hunger Games. Dans l'état dystopique de Panem, il y a 14 régions, 13 districts, un Capitole. Chaque district est soumis à l'autorité du Capitole. Sauf que 74 ans avant le début de l'histoire, et 74 est un chiffre très important dans Hunger Games 1, pour la simple et bonne raison qu'à partir du 2, ce sera du coup le 75e. Et on sait ce qui se passe tous les 25 ans quand on a lu le 2. Donc 74 ans avant le début de l'histoire, les districts, les 13 districts, se sont tous unis contre le Capitole sous l'égide du district 13. Le Capitole leur a fait et a écrasé cette rébellion. Mais pour bien remuer lentement et avec douleur le couteau dans la plaie et écraser les districts de sa suprématie, le Capitole a décidé d'instaurer un jeu morbide qui s'appelle les Hunger Games. Très intéressant puisque chaque district, soit 12 puisque le 13 a été réduit en miettes, théoriquement, coucou, nous sommes le district 13, on a survécu, nananer, qu'est-ce que tu vas faire le Capitole? Donc tous les ans, chaque district doit envoyer un garçon et une fille qui ont au maximum 18 ans pour qu'ils aillent s'entretuer dans une arène. Sous le regard admiratif des habitants du Capitole qui apparemment se font beaucoup trop chier à jouer aux échecs et à se faire vomir pour pouvoir rebouffer derrière. True story. L'histoire commence à la veille du tirage au sort où notre héroïne, Katniss Everdeen, prouve déjà dès le début que c'est une strong independent woman. Genre la nana, elle utilise un arc. Elle tire à l'arc. Et c'est prise pour Legolas ou quoi? Non, Legolas, il avait la classe et de la prestance. Katniss, c'est une Legolas sans la prestance. Et sans la classe aussi. Quand vient le tirage au sort pour savoir qui vont être les victimes cette année, voilà que la sœur de Katniss est tirée au sort. Donc là on dit bye bye la sœur de Katniss, ce fut un plaisir de t'avoir connue. Sauf que non. Parce que Katniss, d'une part c'est notre héroïne, qu'il faut qu'elle puisse un peu être bankable, et puis surtout il faut qu'elle prouve que c'est elle la plus forte. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette conne? Elle décide de se porter volontaire. Donc là on dit bye bye Katniss, ce fut un plaisir de t'avoir connue, maintenant crève dans d'atroces souffrances s'il te plaît. Donc Katniss devient la victime pour son district et part vers le Capitole. T'as pas parlé du mec avec qui elle part? Non! On ne parlera pas de lui, il ne sert à rien, c'est une victime! Point! Lui mérite vraiment son titre de victime! Pardon. Donc oui, effectivement, elle part aussi avec un mec qui s'appelle Pita et qui ne sert à rien. Non mais vraiment quoi, si je devais être sexiste et gravuleux, je dirais que c'est une gonzesse le mec. Et que c'est Katniss le seul homme du couple. Oui, parce que rapidement ils essaient de nous la mettre au profond en nous faisant croire que c'est un triangle amoureux tragique entre ce garçon bon qui l'a aidé par le passé, Katniss, notre héroïne trop stylée, et un autre personnage de mec badass. C'est des conneries. Non mais c'est vraiment des grosses conneries quoi. Genre y'a pas plus grosse douille, ça n'existe pas, y a pas plus grosse douille. Bien évidemment que Katniss va pas se mettre avec un fragile. Évidemment, personne ne veut d'un fragile. Mais apparemment ça, Suzanne Collins, elle l'a pas compris. C'est bizarre pourtant parce que c'est une femme et je crois que les femmes sont les premières à être dérangées quand leur mec est un fragile. Vraiment fragile, hein, pas qui manquerait de ce que l'on pourrait appeler de la virilité puisque c'est subjectif la virilité. Non, non, là je vous parle vraiment d'un mec qui se chie dessus. Le type il se chie dessus, littéralement. Il sert à rien d'autre. Et il pleurniche. Beaucoup. Bref, dans le train, Katniss et Pita, espérance de vie de Pita dans l'arène 15 secondes, rencontrent leur mentor. Un type alcoolique qui s'appelle Mitch et qui est le seul mec du district 12 à avoir un jour gagné le Hunger Games. True story, vraiment. Et j'adore Mitch. J'adore son côté désabusé, son côté j'en ai rien à foutre de tout. Mais son côté lucide aussi. Et son côté brisé. Parce que non content d'avoir buté 23 autres personnes qui avaient plus ou moins son âge, il a aussi tous les ans dû coacher des gens qui ont fini morts. Parce que le district 12 a quand même dû continuer à envoyer des gens après lui et que forcément si ces gens ne sont pas dans le train en tant que mentor, c'est qu'ils sont morts. Et compte tenu du fait qu'Mitch est quand même décrit comme étant quelqu'un de relativement âgé, bien qu'il soit alcoolique et que donc ça fausse peut-être un petit peu les données,
On peut quand même présupposer qu'il a gagné les Hunger Games environ 10 ou 15 ans avant que Katniss n'y participe. Et pour vous dire quand même à quel point il est ravagé, le mec il doit avoir maximum 40 ans. Et encore là, c'est parce que je présuppose qu'il a gagné le 51e Hunger Games. C'est jamais dit, hein, mais bon. Mais dans les films, il est joué par un mec qui a 60 ans, soit 20 ans de plus. C'est vous dire à quel point Mitch est complètement détruit. Mais ça reste un personnage très intéressant. Donc Katniss arrive au Capitole et c'est à ce moment précis que Susan Collins se marre, puisque dès que Katniss arrive, on commence à avoir la partie la moins intéressante, c'est-à-dire celle où Susan Collins se prend pour une philosophe et pour une politiquement incorrecte, et donc nous fait une critique des téléréalités morbides. Non, parce que true story, hein. Culte du look, parade, émission de télé avec un présentateur complètement débile, et le tout au service d'une propagande. Ah non, mais je vous jure, l'absence de subtilité est colossale là-dedans. Hein. Ah, mais il n'y a juste pas d'autres mots en fait. C'est pas subtil, c'est pas subtil, c'est pas subtil. On peut rien dire d'autre. Et puis après, on entre dans la partie très intéressante, puisque c'est, à proprement parler, les jeux. Et putain, c'est là qu'on réalise quand même que Susan Collins c'est une bonne auteure. Parce que même si les films Hunger Games sont pour la plupart moyens, les bouquins sont super bons. Vraiment. Le parti pris de Susan Collins dans son écriture est assez intéressant puisque le roman est écrit à la première personne. Ce qui a comme seul défaut de nous spoiler que Katniss va survivre, mais qui nous permet quand même d'avoir une vision beaucoup plus sentimentale de ces jeux. En fait, une vision où l'on est beaucoup plus attaché à notre personnage principal. Et où donc, on a encore plus envie de buter Peeta. Parce que dans les bouquins, plus que dans les films, il est insupportable. Non mais vraiment, quoi, il y a plus d'un moment où on a envie de gueuler à Katniss. Mais fuis, pauvre conne, abandonne-le, tue-le, débarrasse-toi-en. Il sert à rien, c'est un poids, il va te tuer lui-même, même sans le vouloir, il va causer ta perte. Mais non, Katniss, elle s'en débarrasse pas. Ah mais elle est forte et c'est une machine à tuer, mais j'ai jamais dit qu'elle était intelligente. Hein. Une autre grande qualité de Hunger Games, qui en soi est une qualité qu'on retrouve quand même dans beaucoup de romans, on va pas se mentir, ce sont ses personnages. Sauf Peeta. Parce que même quand elle nous écrit des antagonistes psychopathes, coucou président Snow, et ben elle arrive à leur donner de la subtilité. En fait, il y a que deux personnages qui n'ont aucune subtilité, c'est Peeta et la directrice du district 13. Sauf que la directrice du district 13, elle a une excuse. Bah ouais. Et je ne dis pas seulement ça parce qu'elle est jouée par Julianne Moore. J'adore Julianne Moore. Même Hunger Games, le premier du nom, se suffit à lui-même. Sauf que les ventes ayant explosé, qu'est-ce qu'elle a fait Susan Collins ? Eh ben elle a fait sa capitaliste et elle a décidé de capitaliser sur son succès et donc d'écrire des suites. Et putain, les suites sont vraiment bien. C'est rare de trouver des sagas qui ont cette qualité constante. Bon alors je dis pas que tous les volumes de Hunger Games sont tous aussi bien l'un que l'autre, mais ça reste très constant en termes de qualité. Et franchement pour les départager, c'est vraiment au feeling quoi. Par exemple, moi mon préféré c'est le 2. Pourquoi c'est le 2 ? Parce que c'est les jeux de l'expiation. Et pendant les jeux de l'expiation, Katniss elle affronte d'anciens vainqueurs. Donc, la machine à tuer affronte d'autres machines à tuer. Et ça on le remarque très rapidement qu'on est passé à un high level. Parce que si dans le 1, n'importe qui d'un tant soit peu intelligent essaye de faire une alliance avec les tribus de carrière ou du moins les évite, il faut savoir que dans le 2, on a absolument aucun scrupule quoi. C'est on y va à la lance et on pète des gueules. Et puis putain, les pièges du 2 quoi. Les pièges. Des singes mortels, des énormes vagues, des éclairs, un brouillard empoisonné. Putain, les mecs du Capitole, ils ont vraiment décidé de tuer tout le monde, quoi. Ils ont vraiment décidé de mettre du budget, là. Ah, là, en termes de... Vous allez voir si on n'est pas capable de le faire, putain. On est à un niveau Michael Bay, quoi. Oui, Michael Bay, même pas Roland Emmerich. Parce que Roland Emmerich, il est connu pour tout faire péter. Mais Michael Bay, c'est pire que ça. Mais Michael Bay, c'est différent. Michael Bay, il te fait un patchwork de tout ce qui fonctionne. Il te vomit ça comme c'est pas permis et il te dit tiens, admire mon œuvre. Et ben ceux qui ont programmé les jeux dans Hunger Games 2, dans l'histoire, hein, parce que sinon c'est juste Susan Collins ceux qui se tapent des gros délires. Les mecs qui se sont vraiment dit c'est tournée générale de cocaïne. Et c'est pour ça que j'adore Hunger Games 2, parce que c'est démentiel, que ça n'a aucune limite. Et j'aime ce qui n'a pas de limite. Tout comme j'aime les histoires où des gens très différents qui sont censés s'affronter finissent par s'allier. Et ça, c'est l'une des plus belles leçons que pourrait vous apprendre Hunger Games. Même dans l'adversité, il ne faut pas perdre son humanité. Je sais que j'ai dit que je ne croyais pas du tout à l'optimisme, mais je crois franchement à l'amitié. Et en soi, c'est peut-être pour ça que les films, en dépit de leur qualité médiocre d'écriture, arrivent à rester moyens. Et arrivent surtout à avoir des acteurs vraiment d'une très grande qualité. Parce que ça, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans les adaptations de littérature jeunesse, c'est-à-dire ces stars qui viennent un petit peu faire leur caméo, quoi. Qui viennent cachetonner, qui viennent prouver quand même que ce sont des films assez sérieux, puisque des grandes stars, qui soit dit en passant, doivent quand même négocier des chèques assez colossaux, ils participent. Et Hunger Games niveau star, c'est de la folie pure. Hein. Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Lenny Kravitz, Donald Sutherland et Woody Harrelson. Putain!
Bon alors certes à l'époque Woody Harrelson n'était pas la star qu'il est aujourd'hui, mais quand même. Et c'est là que je vais voir crier mon amour absolu pour Julianne Moore, puisque même dans un personnage qui manque cruellement de nuances, et ça comme je l'ai dit c'est l'une des seules ombres au tableau des personnages, parce que franchement je considère que le fait que Pita ne soit pas mort dans Hunger Games 1 n'est pas une erreur de personnage, mais plus un problème de myélisme. Faut surtout pas oublier que Susan Collins reste une humaine malgré tout, et que donc forcément elle a un petit côté mielleux. Hein. Tout le monde a un côté mielleux. Même moi quand je me déguise en Sauron j'ai un côté mielleux, c'est dire. Mais en ce qui concerne le personnage de Julianne Moore, la sainte mère du district 13, bah c'est une nana qui a toujours vécu dans un district officiellement en guerre contre les Capitole, qui tente des opérations de sape, mais qui surtout vit sous terre. Bah oui, il faut bien se protéger des frappes du Capitole quand même. Donc c'est une femme austère et froide, mais Julianne Moore arrive à y apporter de l'humanité. Parce que, et là je vais parler des défauts des bouquins, dans les livres, la seule ombre au tableau, c'est Pita et son côté pleurnicheur totalement abusé, et la sainte patronne du district 13 qui franchement n'a aucune humanité et donc n'est pas un personnage aussi crédible que ça. Et là on touche vraiment à l'un des points importants de ce calendrier de l'Avent. Si cette semaine je parle d'œuvres excessivement connues et qui ont toutes connu une adaptation, c'est pas juste parce que j'ai envie de surfer sur le succès de ces adaptations. Non, c'est plutôt parce que littérature et cinéma sont très liés, au travers des adaptations notamment. Une adaptation, c'est fait pour transposer un matériau dans un autre, un livre dans un film. Ce qui veut dire qu'il y a forcément des défauts inhérents à l'adaptation, mais aussi un travail de relecture, et vraiment un travail, parce que c'est son nom, d'adaptation. Et au cours de ce travail, on peut gommer certains défauts des livres. Harry Potter a réussi en nous retirant des films tout l'arc d'Hermione avec les elfes de maison. Parce que franchement, à partir du 5e tome d'Harry Potter, les elfes de maison ne servent plus à rien. Sauf Dobby. Et Dobby a été gardé dans les films parce qu'il sert à quelque chose. Là, dans Hunger Games, ils nous ont corrigé un défaut et en ont laissé un autre. Ils nous ont corrigé l'aspect personnage en carton de la chef du district 13, mais ils nous ont conservé le côté grosse pleurnicheuse de Pita. Néanmoins, lisez les livres. Ils valent vraiment le coup et franchement, on leur place dans la cour des grands. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce en l'air et à partager cette vidéo. Si vous ne le faites pas, je ferai en sorte que votre nom soit tiré au sort lors de la prochaine moisson des tribus. L'oncle Antoine compte sur vous. Alors prenez soin de vous et n'oubliez pas de lire. Tchuss! Yeah.